RTT, la radio tout-terrain. RTT, la radio tout-terrain. Bonjour à tous et à toutes. Pour cette dernière journée du festival Passeurs d'Humanité, nous avons un débat, refaire corps avec le vivant. Et nous avons deux des intervenants qui ont participé au débat hier qui sont avec nous. Donc Marie, je te demande juste déjà de présenter un petit peu qui es-tu et est-ce que tu peux nous dire un peu quel est l'axe sur lequel tu as une expertise et sur lequel tu travailles ? Oui, bonjour, merci. Donc Marie Jacquet, je suis sociologue, maître de conférences à Aix-Marseille Université. Je mène des recherches sur la question environnementale depuis maintenant pratiquement 30 ans au sein d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Population, Environnement, Développement, qui est un laboratoire d'Aix-Marseille Université, qui est à Saint-Charles, si jamais vous passez par là. Voilà, donc je travaille en sociologie sur deux grands axes de recherche. Un premier qui porte sur les mobilisations environnementales et les transformations des formes de l'engagement à partir des enjeux environnementaux. Et un deuxième grand axe qui est celui de la gestion des ressources et des formes de gestion, qui sont les deux éléments que j'ai présentés un petit peu hier à travers deux questionnements. Alors le premier dont tu parlais, qui est cette tension qu'il y a aujourd'hui dans les formes d'engagement entre la question de l'individu et du collectif, qui est une question fondamentale pour le sociologue, et en particulier de la façon dont aujourd'hui l'engagement pour l'environnement fait porter quand même beaucoup sur l'individu le poids des solutions à trouver et à apporter, au détriment d'une part du rôle de l'État et de la puissance publique, mais aussi de formes plus collectives d'action qui peuvent être en partie mises à mal par ces solutions individuelles. Voilà. Je peux peut-être m'en expliquer un tout petit peu rapidement. Notamment, je suis partie de la question de l'éco-citoyenneté et des pratiques engageantes au quotidien, c'est-à-dire comment, en faisant des économies d'eau, en triant mes déchets, je participe à une solution écologique globale. Comment, à partir de l'idée qu'il y aurait que par une accumulation de petits gestes, on pourrait transformer le social. J'ai essayé de montrer finalement, je dirais, les effets un petit peu pervers, les paradoxes que soulevaient ces solutions individuelles. Alors le premier paradoxe, c'est de mettre en avant que il pourrait y avoir une accumulation de gestes individuels qui ne nécessiterait pas d'organisation collective pour transformer la société. Et ça, c'est vraiment ce qui est imposé par le modèle de ces gestes éco-citoyens qui, de fait, élimine toute forme d'organisation collective, en tout cas dans la pensée, toute forme d'organisation collective. Et le deuxième élément, mais on pourra peut-être en rediscuter, et le deuxième élément lié à ces pratiques éco-citoyennes, c'est le concept un peu effectivement vieillot d'aliénation peut-être, mais qui pour moi est extrêmement contemporain quand même, qui est que par ces petits gestes, finalement, il y a un dessaisissement du désir d'engagement. C'est-à-dire quand je trie mes déchets, je pense que je vais sauver la planète. Or, quand je trie mes déchets, je participe à un système qui, au contraire, soutient la croissance économique par tout un jeu d'interdépendance avec tout le système du recyclage, notamment du plastique, mais pas uniquement. Et donc, au lieu finalement de réduire les tonnes de plastique produites, j'alimente l'industrie de l'emballage, j'alimente l'industrie en général, et en plus, je remets dans un process industriel cette matière première. Donc, finalement, je produis un effet inverse à la volonté de mon acte. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'aliénation, dans le sens où il y a vraiment un détournement du désir de transformation et d'engagement des individus, en particulier pour la cause environnementale, à des fins qui finalement ne sont pas du tout celles pour lesquelles ils ont fait leur acte, mais qui vont être d'alimenter un système économique de solutions technologiques aux problèmes écologiques. Voilà. D'accord, merci. Je pense que du coup, c'est une première présentation déjà qui va suffire à lancer le débat. Pierre, je te laisse la parole. Donc Pierre Gilbert, moi à la base, je suis prospectiviste en matière de risque climatique. Donc, j'ai commencé à travailler pour l'armée. En gros, j'expliquais à l'armée française comment le changement climatique allait accentuer des risques sécuritaires dans les zones qui l'intéressaient, donc typiquement en Afrique ou en Océanie, où on a des problématiques qui sont
directement liées au changement climatique, des conflits entre éleveurs et agriculteurs qui sont accentués et qui créent un terreau favorable à la prolifération djihadiste, par exemple. Ensuite, j'ai continué autour de cette expertise que j'ai élargie un peu à toutes les strates de l'adaptation au changement climatique pour différentes entreprises en tant que consultant. En parallèle de ça, je me suis occupé pendant 3 ans de la rubrique écologie de Le Vent se lève, qui est un média en ligne. Une sorte de monde diplomatique des jeunes avec toute l'unité qu'il faut derrière, parce que le monde diplomatique c'est un sacré niveau. Mais voilà, et puis j'ai lancé l'Institut Rousseau il y a 2 ans et demi avec notamment Gaël Giraud, avec lequel je collabore au quotidien. Donc avec Gaël et puis d'autres, Nicolas Dufresne, on s'est beaucoup intéressé aussi au financement de la transition. On a sorti une grosse note là-dessus, qui a été assez structurante. Et puis on creuse ces sujets-là avec l'Institut Rousseau. Et puis moi je suis aussi auteur, j'ai publié un ouvrage qui s'appelle Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature. Un autre ouvrage un ouvrage collectif que j'ai piloté qui s'appelle Les armes de la transition, l'intelligence collective au service du climat, dans lequel je suis allé interroger 14 profils complètement différents, mais qui ont tous une entrée écologie-climat. Par exemple, Jean Jouzel, qui était mon climatologue. Je suis allé voir un sociologue, je suis allé voir un anthropologue des Scolas, je suis allé voir un agronome, un général, un romancier. Et je leur ai posé exactement les mêmes questions. Et chaque question forme un chapitre, du coup. Et comme au théâtre, j'ai mes personnages qui répondent tour par tour, qui permet de voir la complémentarité entre les disciplines autour de cette question complètement transversale de l'adaptation au changement climatique. Et finalement, un petit bouquin qui est sorti il y a 1 mois qui s'appelle Manifeste pour une écologie culturelle, qu'on a sorti avec un ami, un ami metteur en scène et pianiste et un ami géographe, Patrick Scheider et Nicolas Escache. Voilà. Et je m'intéresse particulièrement en ce moment à la controverse qui vient sur la géoingénierie, dont on reparlera, mais qui pour moi peut nous faire perdre entre 10 et 15 ans dans nos politiques climatiques. Très bien, merci beaucoup Pierre. On va faire le tour du plateau et on va présenter un petit peu les festivaliers qui sont avec nous. Bonjour, moi c'est Flo. Je suis apprenti botaniste, naturaliste, militant pour les causes humaines, écoféministe et plus si affinité. Voilà, et évidemment le sujet m'intéresse depuis 2-3 ans. J'ai une connexion assez importante avec ce qu'on appelle la nature, ce que j'appelle maintenant plutôt nature sauvage ou nature végétale, et puis nature animale, humaine. Il y a plusieurs sortes de nature, on pourra en parler. Et donc du coup, ce concept de nature m'intéresse dans le sens où je cherche des réponses sur les connexions qu'on peut avoir avec ces différentes natures pour faire et tenter de trouver des réponses aux enjeux écologiques. Merci beaucoup. Evelyne ? Oui, donc moi je suis tellement ravie d'avoir assisté à ce débat qui répondait à beaucoup de mes efforts, enfin de mes activités ou de ce que je tente de... Parce que je découvre par exemple que Pierre est à l'Institut Rousseau, Vent se lève, et je viens de découvrir il y a quelques mois tout le travail qu'il faisait, qui m'a émerveillée. Donc moi je suis de formation économiste, mais en fait j'ai aussi fait de l'anthropologie, de la sociologie. Et dans mes luttes, je partage la question d'Irène tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis bien sûr fondamentalement dans la lutte de classe, bien sûr, plus que jamais, mais comment conjuguer la lutte pour sauver notre planète et les différentes espèces qui vivent dessus, animales, végétales, humaines et même etc. Comment concilier cette lutte avec le fait qu'on veut aussi sortir de ce système mortifère ou dirigé par une minorité absolument aveugle qui n'a aucune conscience, qui pense pouvoir se sauver par l'argent de l'effondrement, de la destruction de la planète. Donc j'ai écrit quelques livres, il y en a d'autres que je suis en train de terminer, par exemple sur comment échapper à la médecine des labos, à Big Pharma, en se soignant par des tonnes d'autres façons. Mais aussi, je participe justement, c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir, pas d'espoir, mais
de certitude qu'il y a une prise de conscience tellement forte au niveau de la jeunesse, au niveau des classes populaires jeunes, qui inventent de nouveaux modes d'action, qu'on est obligé de repenser complètement nos modes d'action. Et comme le dit un livre que je viens d'acheter, que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Héritage et fermeture, il faut qu'on gère tout ce qu'on nous a foutu, les centrales nucléaires, les terres pesticidées pour des siècles aux Antilles et ailleurs, dans mon Auvergne natale. Il faut qu'on gère cet héritage. Et il faut qu'on le ferme, ce système. C'est-à-dire que c'est un guide pratique, ce livre, Héritage et fermeture, de 3 jeunes issus de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Un guide pratique de démantèlement. Il faut qu'on démantèle ce système avant qu'il tue nos enfants. Moi, j'ai une petite fille de 12 ans. Dans 10 ans, elle ne pourra plus respirer. Donc, je suis absolument obligée. Là, il n'y a pas de temps à perdre. Il y a une prise de conscience. Donc, moi, je suis sûre qu'il va y avoir... ça ne sera peut-être pas la victoire, hein, mais qui n'essaye rien à toute façon perdu. Il y a une telle prise de conscience que moi, je suis assez confiante. Merci. Irène? Oui, je suis ravie d'être ici au Passeurs d'Humanité. C'est pour l'avenir, en fin de compte, parce que je viens des fois par intuition et je suis contente de mon intuition d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis gestionnaire animatrice d'espaces sociaux du vivre ensemble dans l'habitat intergénérationnel pour des bailleurs sociaux. Et en même temps, je suis dans le social et donc je suis devenue sophrologue et coach en communication relationnelle parce que justement ce besoin, enfin entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, je trouve qu'il y a la communication entre les personnes, parce qu'autant de personnes ici il y a aux Passeurs d'Humanité, autant c'est des mondes différents. Et la proposition, et je trouve qu'elle est bien faite ici dans la dynamique et dans les échanges, c'est rencontrons-nous dans notre monde intime et personnel et intergénérationnel, et rencontrons-nous dans notre souveraineté, parce que ça me fait sortir ce mot, pour mieux... parce que moi, je pars de beaucoup de frustration. Hein. Chaque fois que je faisais des manifestations, moi j'en ai fait, j'avais 17 ans contre le nucléaire, et j'étais prête à mourir à ce moment-là. Mais frustrée de me sentir en même temps impuissante et en même temps à apprendre et à accueillir que ma part va se butiner avec d'autres engagements et que peut-être c'est une construction qui se fera ou qui se fera pas entre les humains qui appartiennent à des mêmes mondes de valeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi je ne suis plus dans le mot lutte, parce que le mot lutte m'a demandé beaucoup d'énergie, m'a énergétivoré, il m'a bouffé de frustration et d'insatisfaction, et que donc j'essaye de trouver aujourd'hui une autre mode de fonctionnement avec moi-même et avec les autres, en espérant que la communication sera, en tout cas c'est mon dada, sera toujours au cœur des échanges humains pour construire. Merci beaucoup à tous et à toutes. Donc effectivement, on voit sans doute ressortir quand même 2 grands sujets. C'est celui de quel type d'engagement peut-on avoir qui puisse refaire corps avec le vivant sans nous épuiser dans des actions qui, récupérées par le système capitaliste, nous aliènent, comme disait Marie. Alors c'est vraiment peut-être un enjeu d'élucidation qu'il faut avoir. Donc je vais peut-être donner la parole ou à Marie ou à Pierre en premier lieu pour faire ce diagnostic actuel, pour bien élucider quel pas de côté devons-nous faire pour nous engager avec ce qui nous est proposé et qui n'est pas la solution. Marie, à toi. Oui, je veux bien réagir. Merci pour vos apports et réflexions. Effectivement... je vais réagir sur 2 points. Le premier qui est la période actuelle dans laquelle on se trouve, je pense qu'il est un moment assez... Après, seule l'histoire pourra le dire, mais un peu historique, charnière entre une façon de fonctionner dans les formes d'engagement, dans le militantisme, mais aussi dans les modes de pensée sans doute, et puis les transformations qui sont en cours. Alors... la question de cette tension qu'il y a entre l'individu et le collectif, c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Hein. Il faut pas, ça a traversé nos sociétés dans toute leur transformation, et souvent ça a été la reconnaissance de l'individu, de l'individualité a été un moteur de changement assez important. La question que se posent les sociologues aussi depuis la création de cette discipline, c'est comment refaire du corps collectif quand on a une société qui s'individualise.
Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette dynamique, en tout cas, de comment refaire du corps collectif. Alors, cela reste quand même très important de reposer la question des intérêts contradictoires. Je vais pas reprendre le terme de lutte des classes, mais en termes de lecture critique, si on ne passe pas par ce qui est derrière ce terme de lutte des classes, quand même, c'est la question des intérêts contradictoires dans une société qui va, de ce fait, donner des enjeux de positionnement collectif, qui est une chose tout à fait différente, effectivement, des formes de lutte qu'on va choisir pour exprimer ces intérêts collectifs. On peut les exprimer de façon très différente. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de montrer, justement, avec cette logique des pratiques éco-citoyennes, c'est que là, nous n'étions absolument pas dans la défense d'intérêts qui seraient propres à ce qu'on souhaite collectivement par rapport aux enjeux environnementaux, mais au contraire que, par l'idéologie très individualisante actuelle, on nous emporte dans un système qu'on rejette. Et c'est là-dessus, je pense, très important d'avoir ce recul critique et cette façon de se positionner. Et juste pour illustrer ça rapidement, je voudrais parler de terrains qui sont très actuels, puisque je travaille sur les jeunes, au sens qui est une catégorie qu'il faut déconstruire aussi quand même, mais notamment sur les mouvements type Youth for Climate ou Extinction Rébellion, ou encore sur certaines ZAD. Donc il y en a une pas très loin de là où je travaille, à Pertuis, qui vient d'être évacuée d'ailleurs, qui défend les terres agricoles, plus de 200 hectares qui vont être urbanisés. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a un renouveau contestataire, clairement, avec des nouvelles formes de militantisme. Et ce qui est aussi très intéressant, et c'est aussi ce qui permet de rester optimiste, c'est que cette dynamique, elle vient aussi des formes intégratrices qui ont précédé. C'est-à-dire que cette génération, elle a été socialisée aux éco-gestes. Elle a appris à l'école à trier ses déchets, mais en même temps, cette dynamique de socialisation et de morale écologique qui s'est transmise à l'école, elle a formé une génération pour qui la question environnementale est centrale. Et elle est aujourd'hui en train de se repolitiser, je dirais, par des expérimentations, par des formes d'engagement un peu différentes, d'occupation. Et elle arrive avec des solutions qui sont souvent les solutions qu'on nous offre clé en main, c'est-à-dire techniques, technologiques, surtout technologiques, ou du petit geste, etc. Mais qui, en les mettant en œuvre, se rendent compte que ça ne suffit pas. Et donc questionne et amène un apport critique, en tout cas, une prise de distance par rapport à ce modèle. Après, je pense qu'il faut quand même continuer à garder certaines grilles de lecture, tout en les transformant, tout en faisant un héritage actif, je dirais, des grilles de lecture qui ont porté les luttes des années 70, et notamment toute la tradition de l'écologie politique de cette période, qui est bien différente de celle actuelle, c'est-à-dire d'André Gorz à Ivan Illich en passant par Jacques Ellul, qui ont quand même une richesse en termes de cadrage, et j'en passe beaucoup, en termes de cadrage théorique, qui, à mon avis, serait très utile aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, les formes de lutte, elles sont dynamiques, et effectivement, je pense qu'il y a des tas d'expérimentations aujourd'hui qui laissent à penser qu'on peut retrouver du collectif. Merci. Je pense que ça avait fait confusion hier. Dire que les gestes éco-citoyens occultent la nécessité d'avoir des actions structurelles, les gens pensent, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je trie ou est-ce que je trie pas ? Est-ce que tu peux clarifier tout simplement cette question-là ? Moi, personnellement, je ne trie pas. Voilà, je fais mon coming out à chaque fois quand je dis ça. Mais non, enfin, je le dis en plaisantant, mais je pense que ces types de pratiques, non seulement elles ont une dimension assez perverse au sens des effets pervers, des effets non voulus au sens de l'aliénation qui contraint l'individu dans un cadre où il est extrêmement compliqué ensuite de s'en détacher. Parce qu'on va trouver des tas d'arguments qui vont nous rassurer, parce que c'est moral aussi, qui vont nous rassurer pour nous dire j'ai quand même fait quelque chose, j'ai quand même réussi dans cette société où il est si difficile d'agir pour transformer les choses, à faire un petit truc en triant mes déchets ou en fermant mon robinet pour économiser l'eau quand je me lave les dents. Alors que si on pose la problématique générale de la production des déchets, si on pose la problématique générale de la gestion de l'eau, en fait, on va se rendre compte que ces pratiques, non seulement elles ont un sens écologique extrêmement limité, voire contre-productif. Et ce que nous, on a défendu, notamment sur le tri des déchets, c'est qu'effectivement, c'est contre-productif d'un point de vue écologique de trier ces déchets. Le recyclage n'est pas une solution écologique, c'est une solution économique
de substitution, enfin là je fais appel aux économistes, de substitution de technologie face à la disparition de certaines ressources pétrolières notamment, etc., etc. Donc je pense qu'il faut arriver à se sortir de ce modèle, y compris par la pratique, et des fois c'est pas évident, pour avoir expérimenté ça en cours avec des étudiants très engagés dans l'environnement, ça peut être très violent de leur dire voilà, le tri des... alors que pour eux c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment sortir de l'idée, que la pratique individuelle se suffit. Si je démultiplie les pratiques individuelles en amont de mon tri des déchets à mes choix de consommation, etc., je reste captif quand même d'un système qui me rend effectivement dépendante de sa façon de concevoir la question environnementale, en fait. Et donc, je pense que c'est vraiment un travail aussi, pas uniquement dans la pratique, mais aussi intellectuel. On est dans un monde où la question de la pensée et de l'intellectualisation est aussi extrêmement compliquée à valoriser et à faire valoir. Après, j'ai des choix de consommation, mais qui sont, je veux dire, que je ne fais pas forcément avec une finalité politique. D'accord, voilà. Très bien, merci. Pierre, donc, est-ce que tu peux nous faire le diagnostic du coup de ce qui nous attend et ce qui se prépare sur les solutions? Avant ça, j'aimerais quand même réagir parce que je ne suis pas forcément aligné avec tout ce qui s'est dit. Pour moi, derrière la question du tri ou même des éco-gestes, il y a quelque chose de peut-être plus important, c'est le temps de cerveau dédié par le citoyen à la contrainte écologique au sens large. C'est un pied dans la porte. Et en neurosciences, on sait à quel point les mini-victoires, les pieds dans la porte, permettent d'enchaîner sur quelque chose de plus grand. Et en l'occurrence, je rejoins Marie sur le constat de... OK, dans ce système-là, le tri, il est plutôt économique, il est plutôt faire vivre des filières qui de toute façon sont condamnées. OK, mais on a besoin que les gens prennent ces habitudes-là pour le moment où on aura le pouvoir, nous. Parce que quand on aura le pouvoir, nous, on va pouvoir organiser des filières qui sont des filières de circularisation de l'économie, pour le coup vertueuses, qui permettent le réusage, qui permettent effectivement de se passer du plastique, etc., qui permettent de recycler les cycles de nutriments. Ça, c'est un énorme sujet en agriculture. Tout part par les toilettes, dans les réseaux d'eau, ça crée de l'eutrophisation du milieu, ça crée tout un tas de problématiques et surtout ça rompt le cycle des nutriments, de l'azote, du phosphore, etc. Et il va falloir qu'on réimbrique ça. Et réimbriquer ça, c'est autant de masse économique qui est mise en dehors du système capitaliste. En fait, le système capitaliste... il a besoin d'une expansion constante, sinon c'est la crise de surproduction, je vous renvoie aux travaux de Marx. Et tout ce qu'on a observé, notamment en agriculture, à partir des années 50, c'est justement une rupture de tous les cycles circulaires qu'on avait avant, c'est-à-dire l'équilibre agro-silvo-pastoral, où pour mieux introduire du marché. C'est-à-dire qu'on va casser les symbioses végétales pour introduire des engrais azotés, des engrais phosphatés. On va casser les symbioses végétales et l'appel à la faune auxiliaire pour introduire du pesticide, du fongicide. On va retirer les animaux pour introduire du phosphore. Voilà, et à chaque fois, on a des pans de capitalisme qui s'épandent et qui sont permis aussi par la surpuissance du pétrole. C'est-à-dire que sans l'efficacité thermodynamique du pétrole, on ne peut pas substituer les symbioses naturelles. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir en tête tout ça et on ne peut pas arriver devant des gens en leur disant en fait les petits gestes que vous faites et que vous croyez, qu'on vous a inculqués, je suis d'accord sur l'aspect un peu perverse de cette approche-là, mais en fait si vous arrivez devant les gens et que vous leur dites ça, vous créez un effet de halo, c'est-à-dire que vous créez une opposition brutale. En fait, vous remettez en cause un système de valeurs qu'ils ont commencé à construire. Et ça, sur le plan cognitif, c'est très dangereux parce que c'est très énergivore. Remettre un système de valeurs en cause, ça veut dire recréer tout un tas de connexions synaptiques et la nature a horreur de la dépense énergétique. Voilà. Mais l'effet de halo, c'est vous identifiez quelqu'un comme un ennemi parce que son discours est trop hostile. Du coup, votre cortex préfrontal, le siège de votre réflexion, se bloque et c'est votre système limbique qui se charge en sang et en oxygène pour être prêt à fuir ou à mener le combat. Bon, je referme cette parenthèse-là, mais elle me semble hyper importante, d'autant plus que dans ma génération, elle a permis, elle a permis aussi de... C'est une porte d'entrée vers la politisation. Aujourd'hui, je pense que la question ne se pose plus vraiment comme elle se posait, ne serait-ce qu'il y a 2 ans.
Aujourd'hui, 50% des moins de 25 ans ont voté NUPES, par exemple, aux dernières élections législatives. C'est énorme, c'est un effet de système qui se prolonge jusqu'aux jeunes actifs, jusqu'aux moins de 35 ans. Et ça change beaucoup de choses. C'est pas juste un vote des tout jeunes non actifs. On a maintenant un système politique qui est séparé en 3 blocs homogènes. Le bloc écolo-social, le bloc néolibéral autoritaire et le bloc d'extrême droite nationaliste. Tout ce qu'on fait, nous, qu'on le veuille ou non, gravite autour du premier bloc. Voilà. Et le pont est fait de plus en plus de la part des individus entre tout ce qu'on leur a dit et puis l'impuissance aussi ressentie, puisque en fait, les gens reviennent aussi des éco-gestes. Alors on a quelques quadras ou quinquas qui sont très contents de pouvoir nous dire qu'ils ont acheté une voiture hybride et qui font des trucs de ouf. Moi j'en croise plein, des gens comme ça, d'accord, ok, ouais. Mais on a aussi beaucoup de gens qui ont bifurqué grâce à ça. Merci. On va peut-être justement demander sur ce sujet, qu'en pensent les festivaliers. Irène, à toi la parole. Mon corps il vibre, parce que voilà, il y a des points de vue, il y a des idées qui s'échangent. On pourrait dire, oh là là, encore des heures à parler, d'échanger, de débattre. Moi, ce que ça m'a évoqué, c'est je suis un être conditionnable. Voilà. Nous sommes, pour moi, des êtres conditionnables. Et si j'apprends à me déconditionner de quelque chose, d'une croyance, d'une stratégie que j'ai mis en place, d'un geste d'écosystème, d'un geste pour l'écosystème que j'ai fait, etc., je peux peut-être me réapproprier ma pensée, mon idée, mon orientation politique ou mon acte. Et je pense que c'est que l'on nous dise il faut faire ça ou ne plus faire ça, je pense que c'est pas là, en tout cas ma réflexion ou ma démarche. Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un fais ci, fais ça, je peux simplement témoigner de mon expérience et lui proposer, quand tu fais quelque chose, qu'est-ce que tu ressens ? Si nous apprenons à dire, dans ma souveraineté, quand je fais quelque chose, qu'est-ce que je ressens ? Peut-être que je peux mettre en commun avec l'autre en disant, voilà, on échange notre ressenti de faire. Est-ce que ça m'apporte du bénéfice ? Est-ce que ça va apporter, j'imagine, du bénéfice à une société ou à quelque chose ? Et là, peut-être que quelque chose peut se transformer dans la communication, parce que c'est mon dada avec les humains. Merci beaucoup, Irène. Est-ce que Flo, tu voulais aussi réagir sur ce sujet ? Pour toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question, les propres gestes éco-citoyens qui ne suffisent pas, mais qui peuvent être quand même utiles à une première démarche ? Oui, moi, ce qui a tendance à m'énerver, c'est justement qu'on focalise dessus et que c'est ce qui va passer le plus possible dans les médias. Et dernièrement, une remarque qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est une interview de la ministre Agnès Pannier-Runacher qui nous a conseillé d'éviter les mails rigolos avec les pièces jointes. Donc ce genre de choses, ça passe plus. Moi, c'est terminé, c'est des choses qui ont du mal à passer. Donc, parce qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de profondeur dans ce genre de propos. Donc voilà, enfin c'est pareil. Et on nous parle de plus en plus de sobriété et on évacue la précarité, qui est une sobriété imposée en fait. Donc parler d'une chose sans parler d'une autre. Et sans approfondir le sujet, c'est contre-productif. Donc voilà le genre de choses qui m'énervent, par exemple. Merci beaucoup. Oui, Evelyne, quel est ton point de vue là-dessus ? Je reste toujours dans le positif. Vous voyez, j'ai été à Notre-Dame-des-Landes 2 années de suite. Ça a transformé ma vie aussi, comme quand j'ai connu les Indiens à 17 ans, les Indiens d'Amérique. Je veux dire que chaque chose que l'on vit, comme ici par exemple, ça crée... Disons que j'appelle ça ensemencer la vie, parce que même si on détruit la ZAD du Pertuis, ce que j'apprends là maintenant, ça me scandalise et ça me met très en colère. Ce qui a été partagé, appris à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD du Pertuis, ou quand on aide des migrants, quand on sauve des sans-papiers, ou tout ça, eh bien ça reste. Ça reste dans la terre, ça pousse comme des boutons, c'est-à-dire que ça, comment on peut appeler ça ? Donc, de toute façon, ça renaît.
ça renaît de ses cendres parce que c'est jamais mort. C'est quelque chose qui circule et qui nous nourrit, et on peut se nourrir et nourrir les autres de cette énergie positive, réinventer nos modes d'action. Mais quand on participe, comme ici par exemple, à tous ces échanges et à apprendre comment agir, c'est jamais perdu. Même si on a l'impression qu'on a perdu à Notre-Dame-des-Landes parce que les propriétaires ont repris le pouvoir sur les occupants, tout ça, eh bien, il en reste forcément quelque chose, comme de mai 68 aussi que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'on continue d'apprendre, on continue d'échanger, on continue de faire quelque chose qui est en disruption, en fuite, mais en fuite du système, mais pas que. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on peut garder de la lutte des classes, c'est que, comme vous dites, il suffit pas de lutter contre, on lutte aussi pour, et on crée l'alternative. Et c'est ça qui compte. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. On va passer à un prochain débat puisque nous avons aussi Raïsa et d'autres intervenants d'hier qui vont pouvoir continuer ces échanges. Merci beaucoup. Il y aurait eu beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, mais il faut renouveler le plateau. Merci beaucoup à tous. C'est RTT, la radio tout terrain.